Bonjour à tous, vous êtes sur CCTV français, c'est votre journal en direct de Beijing et voici tout d'abord les titres de cette édition. Les prix Nobel ont été décernés hier à Stockholm lors d'une cérémonie. La chinoise Tu Youyou a ainsi reçu le prix Nobel de médecine. À la conférence de Paris sur le climat, les négociateurs seraient sur le point de trouver un accord permettant de réduire le réchauffement climatique. La République populaire démocratique de Corée serait en possession de la bombe H, selon la télévision d'État citant le leader Kim Jong-un. L'ONU remet des décorations à 225 soldats chinois des forces de maintien de la paix au Darfour, au Soudan, pour leur travail remarquable. Et l'industrie du cinéma en Chine rattrape Hollywood. Elle explose, poussant certains cinéastes à s'exporter, par exemple en Australie. Les lauréats du prix Nobel de cette année dans les domaines de la médecine, de la physique, de la chimie, de la littérature et de l'économie ont reçu leur récompense lors d'une cérémonie royale dans la salle de concert de Stockholm en Suède. Cette année, la chinoise Tu Youyou, l'Irlandais William Campbell et le Japonais Satoshi Omura ont reçu les prix de médecine ou de physique. Selon l'Assemblée, Tu Youyou a remporté la moitié du prix pour ses découvertes concernant une nouvelle thérapie contre la malaria et M. Campbell et Omura ont remporté l'autre moitié du prix pour leur découverte concernant une nouvelle thérapie contre les infections causées par des parasites. Les trois lauréats partageront ainsi le prix de près de 960 000 $. Tu Youyou est la première chinoise à remporter un prix Nobel de médecine. En outre des lauréats du prix Nobel et leurs familles, le roi et la reine et d'autres membres de la famille royale suédoise faisaient partie des invités d'honneur lors de la cérémonie de remise des prix et du banquet. Les représentants du gouvernement suédois et le Parlement étaient également présents. À Stockholm, la capitale suédoise, qui est aussi la ville natale d'Alfred Nobel, le fondateur du prix Nobel, une nouvelle exposition vient d'ouvrir ses portes afin de présenter les portraits des lauréats de cette année. Parmi eux, la scientifique chinoise Tu Youyou. Une citoyenne chinoise fait partie de la liste des lauréats du prix Nobel de cette année. Tu Youyou est la 12e femme à avoir jamais remporté le prix Nobel de physiologie ou de médecine depuis qu'il a été créé en 1901. Avant la cérémonie de remise des prix, tout s'est rendu au musée Nobel à Stockholm afin de signer la chaise numéro 69 du café du musée, conformément à la tradition qui veut que tous les lauréats du prix Nobel en signent une. Jusqu'à présent, le musée qui a ouvert en 2001 a récolté plus de 230 signatures. Nous avons ces chaises dans le musée. Nous laissons tous les lauréats du prix Nobel les signer lorsqu'ils viennent ici. Donc si vous allez au café pour commander un café ou un thé et que vous retournez votre chaise, vous trouverez un autographe. Dimanche, tous les lauréats de cette année sont venus et Tu Youyou a signé celle-ci. L'exposition comporte une donation de Tu Youyou au musée. Il s'agit d'un livre chinois sur l'artémisinine publié dans les années 70. Peu de membres de notre personnel sont capables de lire le chinois, mais certains d'entre eux ont étudié la langue et y parviennent. Il y a 2 ans, lorsque Mo Yan a reçu le prix Nobel de littérature, il nous a fait cadeau de ses œuvres complètes en chinois. Avec tous ces ouvrages à disposition, nous avons de quoi apprendre la langue. Cette exposition offre l'opportunité d'en apprendre plus sur le prix Nobel et son fondateur, ainsi que sur ses lauréats et leurs projets novateurs. Plus de 800 lauréats se sont vus remettre le prix Nobel. Chacun d'entre eux est présenté au moyen de son portrait et d'une citation. C'était hier le dernier jour de la conférence de Paris sur le climat. La dernière version d'un texte de 27 pages a été présentée aux négociateurs des 196 parties à la Convention cadre de l'ONU sur le changement climatique. Les parties à la Convention sont confiantes et pensent qu'un accord final va pouvoir être signé pour permettre de réduire le réchauffement climatique en baissant les émissions de gaz à effet de serre.
Les négociateurs se rapprochent d'un accord pour éviter le réchauffement climatique. Après cet important travail des derniers jours et toute une série de rencontres que j'ai menées aujourd'hui, je pense que nous pouvons franchir, à la veille même du terme prévu pour notre conférence, la dernière mouture du texte arrive après une nuit de travail et toute une journée à essayer de faire avancer le processus. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a passé la journée à des activités diplomatiques autour de la conférence. Il a dit que plusieurs problèmes devaient encore être résolus, mais il demeure optimiste. I am told, encouragingly by many people, that this is a doable and achievable. On m'a dit, encouragé par beaucoup de gens, que c'était possible et faisable. Et je n'ai entendu personne dire le contraire. Et je suis très optimiste. Mais j'espère qu'ils vont aboutir à un accord fort et ambitieux, mais aussi universel, qui respecte les aspirations de tout le monde autour de la planète. Le ministre français des Affaires étrangères est aussi apparu confiant dans le fait qu'un accord était possible. sur la base des progrès accomplis sur l'ensemble du texte, ce soir et cette nuit, je pense être en mesure de présenter demain au Comité de Paris ma proposition de texte final. Les négociations par nature amènent toujours à faire des concessions. Ainsi, de nombreux points de blocage subsistant encore avant qu'un accord ne soit trouvé peuvent finalement disparaître à la dernière minute. Le principal point de blocage est évidemment l'argent. Les pays développés ont fait la promesse à Copenhague en 2009 de fournir 100 milliards de dollars jusqu'à horizon 2020. Cependant, à la COP 21 à Paris, ils ont refusé de préciser le montant exact du fonds prévu après 2020. Le deuxième point de blocage concerne les objectifs fixés. L'objectif initial était de limiter le réchauffement global à moins de 2 degrés Celsius au-dessus des niveaux pré-industriels. Mais un rapport des Nations Unies en date du mois d'octobre dernier a révélé que les émissions prévues de 146 pays indiquaient que le réchauffement global serait autour de 3 degrés Celsius. Par ailleurs, certains petits pays insulaires veulent le fixer comme limite à 1,5 degré Celsius. Le troisième point de blocage concernait la régulation de la mise en œuvre. Les pays développés ont suggéré qu'un système identique devait être adopté par l'ensemble des pays. Cependant, les pays en voie de développement insistent sur le fait que les standards doivent rester différents entre les pays riches et les autres. Enfin, le dernier point de blocage concerne les dommages causés par le changement climatique. Peu importe le type d'accord qui sera trouvé à Paris, certains dommages liés au réchauffement global sont d'ores et déjà inéluctables. Par exemple, la montée du niveau des eaux de mer fera disparaître certaines parties des régions côtières et les populations locales affectées deviendront par conséquent des réfugiés climatiques. Ainsi, les petits pays insulaires optent davantage pour un accord prévoyant un mécanisme sur le long terme. Les autorités genevoises ont relevé le niveau d'alerte pendant que la police recherchait les suspects liés aux attentats terroristes en novembre dernier à Paris. Les mesures de sécurité ont été renforcées à certaines cibles potentielles d'attentats terroristes, incluant l'aéroport de Genève, les sièges d'organisations internationales comme le Palais des Nations de l'ONU. Le département de sécurité de Genève a indiqué qu'une enquête en collaboration avec les services de sécurité nationale et internationale était en cours pour trouver ces individus. Des sources affirment qu'au moins 4 suspects sont recherchés. Cependant, la police locale a refusé de donner plus d'informations. La Russie, les États-Unis et les Nations Unies tiendront des pourparlers sur la Syrie à Genève ce vendredi, alors que les efforts diplomatiques pour mettre fin au conflit s'accélèrent. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Gennady Kadylov, a déclaré que Moscou appellera à une intensification des efforts communs pour combattre le terrorisme. Pendant ce temps-là, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, s'est entretenu au téléphone mercredi dernier avec son homologue américain John Kerry. Lavrov a déclaré que les deux pays devaient établir une liste des groupes terroristes avec lesquels il ne fallait jamais négocier et devant être combattus ensemble.
Par ailleurs, le ministre russe des Affaires étrangères a rappelé plus tard dans la journée qu'il n'y avait pas encore d'accord parmi les grandes puissances pour l'établissement de cette liste. Les pourparlers de ce vendredi marquent la dernière étape dans le processus de Vienne qui a commencé à la fin du mois d'octobre. Au total, ce sont 17 pays qui se sont réunis pour discuter d'une solution politique afin de mettre fin au combat entre le président Bachar al-Assad et l'opposition syrienne. La prochaine réunion entre les diplomates prévue dans le processus de Vienne devrait se tenir à New York à la fin de ce mois. Le dirigeant de la République populaire démocratique de Corée, Kim Jong-un, aurait déclaré que son pays avait développé une bombe à hydrogène. La nouvelle arrive à la veille de pourparlers qui auront lieu dans la zone industrielle conjointe de Kaesong pour discuter de la réunion de dizaines de milliers de familles séparées par la guerre dans les années 1950. Kim Jong-un aurait déclaré que la RPDC avait développé une bombe H durant une tournée sur le site révolutionnaire de Pyeongchon pour rendre hommage à son père, Kim Jong-il, mort en 2011, et son grand-père, le fondateur du pays, Kim Il-sung. La télévision d'État, KCNA, a cité le leader disant que l'œuvre de Kim Il-sung avait fait de la RPDC une puissance nucléaire prête à faire usage de bombes A et H pour défendre sa souveraineté et la dignité de la nation. Une bombe H est une bombe thermonucléaire qui a essentiellement les mêmes effets qu'une bombe nucléaire, mais utilise des technologies plus avancées et produit une explosion plus puissante encore. La RPDC a longtemps mené des recherches sur ce plan. Elle a conduit des tests souterrains en 2006, 2009 et 2013, provoquant des sanctions de la part du Conseil de sécurité de l'ONU. Toutes les activités commerciales ou financières pouvant faciliter ce programme nucléaire ont été alors interdites. La nouvelle a été accueillie avec scepticisme dans le sud de la péninsule. Un responsable de l'agence de renseignement de Corée du Sud a déclaré à l'agence de presse Yonhap qu'il n'y avait aucune preuve que la RPDC détenait une bombe H. Mais si le fait est avéré, il indiquerait que le programme nucléaire de RPDC est toujours en activité et cela pourrait raviver les tensions dans la région. La Chine appelle au calme. Une porte-parole du ministère des Affaires étrangères a appelé à faire davantage d'efforts pour maintenir la paix et la stabilité. La position de la Chine a toujours été claire et ferme. La Chine souhaitera toujours ardemment la dénucléarisation de la péninsule coréenne et le maintien de la paix et de la stabilité. Nous insistons sur le fait que les problèmes liés à cette question doivent être résolus par le dialogue. Hua Chunying a ajouté que la situation dans la péninsule était complexe et fragile. Elle a aussi déclaré que la Chine appelait toutes les parties à se rassembler pour apaiser les tensions et faire des efforts pour reprendre les pourparlers à 6. Les deux pays continuent de se préparer pour le rendez-vous d'aujourd'hui. Mercredi, la RPDC et la Corée du Sud ont nommé leurs délégués en chef pour la rencontre, qui devrait se concentrer sur les réunions de familles séparées par la guerre sur le site du mont Kumgang. Les Nations Unies ont récompensé 225 officiers et soldats de la force chinoise de maintien de la paix à Darfour, au Soudan. La médaille récompense l'excellent travail des troupes pendant leurs 8 mois de service. Cette médaille est la plus haute distinction des équipes des Nations Unies. L'honorable médaille de paix est une médaille spéciale pour les équipes des Nations Unies qui travaillent pour maintenir la paix. La force chinoise 11 de maintien de la paix à Darfour, au Soudan, a reçu la médaille pour ses services spéciaux et la qualité d'or de leur travail. Après la parade de la médaille, les gardiens chinois de la paix ont fait un spectacle où ils se sont exercés à charger la baïonnette, ont fait de la boxe martiale et une représentation de la culture traditionnelle chinoise. Ils ont également montré leurs compétences professionnelles lors d'une opération d'équipement. Je suis très fier des entreprises d'ingénierie chinoises pour leur dévouement au travail, leur engagement, leur discipline et leur gestion professionnelle. J'ai eu l'occasion de servir 3 entreprises d'ingénierie chinoises et les 3 se sont comportées de la même façon
et ont travaillé de la même manière. Et je pense qu'elles sont très bien préparées et savent exactement quoi faire. Nous sommes fiers d'avoir des ingénieurs chinois dans cette mission. And we are proud of having Chinese engineers in this mission. La force 11 des gardiens de la paix chinois à Darfour appartient au régiment de bateaux et ponts de la région militaire de Jinan. Elle a construit une plateforme de transport pour la ville de Nyala, a également rénové un aéroport de l'est de Darfour et a réparé le système d'approvisionnement de la tribu de Redakat. Elle a accompli 108 tâches et construit 50 km de route. Ces actes montrent que les militaires chinois chérissent la paix et feront tout leur possible pour la maintenir. La Chine accélère sa réforme dans les entreprises d'État. Le Conseil des affaires d'État a annoncé mercredi que l'accent sera mis sur l'amélioration de la qualité et de l'efficacité des entreprises publiques. Ces entreprises ayant connu un peu plus de 3 années de pertes consécutives, ainsi que celles ayant des capacités de production excessives, seront autorisées à se déclarer en faillite ou à être vendues. Il est attendu que ces mesures permettent l'optimisation de la qualité des actifs d'État et l'amélioration de la performance collective des autres entreprises. Le Conseil d'État prendra d'autres mesures, dont celle d'encourager les innovations, d'améliorer la structure managériale et de faire avancer la réforme de la diversification des titres de propriété. Le chercheur Zhang Xiaochun de l'Académie chinoise de la gouvernance dit que ces mesures sont cruciales pour la croissance des entreprises d'État. La réunion du Conseil d'État a permis de discuter des moyens de surmonter les difficultés que rencontrent les entreprises d'État dans leur développement. Maintenant, il faut réaliser une percée. Les entreprises d'État qui ne respectent pas les standards nationaux de consommation énergétique, de protection environnementale, les normes de qualité et de sécurité et celles qui connaissent des pertes financières chroniques seront fermées. Les innovations des petites et moyennes entreprises privées sont plus adaptées au marché. Concernant les entreprises publiques, c'est un autre problème. Elles jouent un rôle d'appui à l'innovation. Elles devraient mettre en place des plateformes d'innovation pour soutenir la croissance des entreprises privées. L'industrie du cinéma en Chine rattrape rapidement Hollywood lorsqu'il s'agit de succès au box-office. L'industrie explose, poussant certains cinéastes chinois à regarder au-delà de leurs frontières pour y trouver de nouvelles opportunités, dont l'Australie. Vous ne connaissez peut-être pas l'entreprise Animal Logic basée à Sydney, mais il y a de grandes chances que vous ayez vu son travail. Nous avons évolué dans une entreprise de raconteurs d'histoires. Tout est lié à la création d'histoires de personnes en concevant l'ensemble du processus de début à la fin. Animal Logic a gagné une réputation internationale pour sa production d'effets spéciaux et autres animations. Et c'est cette réputation qui a attiré l'attention des cinéastes chinois. Je pense qu'il y a un grand intérêt dans les films chinois pour accéder aux marchés occidentaux. Ils cherchent des opportunités de collaborer pour briser ces différences culturelles. Et c'est particulièrement vrai dans un pays qui voit son box-office exploser. Au cours des dernières années, le box-office est passé de 20 millions de dollars à 40 millions et le nombre d'écrans de 9 000 à 30 000. Et la tendance va à la hausse. C'est la raison pour laquelle des cinéastes chinois cherchent à accroître leurs résultats au box-office international. Avec les demandes en hausse du public chinois en termes de valeur de production, l'Australie peut fournir ses équipes de très haute qualité ainsi que des équipes d'effets visuels qui ont travaillé sur certains des films les plus avancés. Et il y a bien d'autres avantages à filmer en Australie. Tous ceux qui viennent ici disent « je veux filmer ici » tout simplement parce que c'est magnifique. Il y a également des avantages financiers pour ces équipes à l'étranger qui choisissent de filmer ici, avec des subventions gouvernementales et un dollar australien relativement bas. Le mois dernier, le Festival international du film chinois de Sydney s'est concentré sur réunir les gens des deux pays ensemble pour établir un réseau et collaborer. Avec chance, nous verrons de nouveaux scénarios et de jeunes réalisateurs qui seront désireux de travailler avec les entreprises australiennes. Et ce, afin de produire ce genre de film qui réunit le meilleur des deux pays. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À très bientôt sur CCTV Français.